le sujet de l'open content est un vrai enjeu, mais avec des questions multiples et des contradictions. Alors, que peut-on apprendre des expériences étrangères d'open content? Pourquoi les institutions muséales françaises semblent, je dis bien semblent, être en retrait en matière d'open content? Quelle est aujourd'hui leur stratégie en matière de meilleure diffusion de leur collection d'images sur leur propre site web? Quelle est leur position sur l'exportation de ces images sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques mondiales? Dans la bataille mondiale des images, les gestionnaires de collections françaises font-ils face à des contraintes juridiques spécifiques ou plus grandes que leurs homologues américains? Et enfin, comment arbitrer entre ressources économiques et rayonnement culturel? Donc ça fait beaucoup de questions. Et du coup, l'idée de ce premier séminaire est de se centrer essentiellement sur la diffusion, la plus large diffusion des images de collection sur le site internet des institutions patrimoniales et sur le contexte juridique français et européen. Et dans un second séminaire, l'idée serait d'étudier plus l'exportation des contenus vers les plateformes de diffusion en ayant des retours d'usage de la part des institutions qui sont déjà sur ces plateformes et de parler également de la mise à disposition des archives, publications, sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc le sujet, vous l'avez vu, est vaste. On a 4 heures pour le traiter. Donc tout de suite, nous allons passer à la première partie de cet après-midi. Et donc la première partie qui va être un échange entre experts sur l'environnement juridique, les usages, les conditions de diffusion et d'utilisation des images diffusées sur le site des institutions culturelles. Et nous allons tout de suite commencer. Je vais vous présenter les intervenants donc, de cette première table ronde. Marianne Ferifal, directrice générale de la DAGP. Rémi Mathis, ancien président de Wikimedia France. Isabelle Rehusa, chef de projet. Et Fleur Alain Grimbaum, juriste spécialisée à la RMN Grand Palais. Pardon. Et Naïma Alayan Rojon, avocate et directeur ou directrice du département design et création du cabinet Ben Soussan. Et c'est d'ailleurs à Naïma que je vais laisser la parole tout de suite pour... on va planter le décor et on va partir du droit. Voilà. Alors, juste que je trouve... Hop. Et je vous laisse la parole. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour examiner avec vous les enjeux juridiques de la diffusion numérique des contenus photographiques et patrimoniaux. Donc, l'idée, c'est de faire un focus sur les aspects juridiques de la question face à une tendance mondiale de l'open content que Pierre-Yves nous a exposé. C'est une tendance en fait qui s'inscrit dans un mouvement associé au développement des technologies numériques. Et face à ce développement des technologies se pose également la question, vous m'entendez mal? D'accord. Se pose également la question de la conciliation avec le droit d'auteur. L'idée, c'est de concilier l'accès à la culture et également avec les dispositifs légaux existants en France. Donc, c'est la question effectivement du droit d'auteur et tout particulièrement la question du droit d'auteur du photographe sur la représentation graphique d'une œuvre d'art. Alors, je vous propose un plan pour cet exposé. Tout d'abord, la problématique, le régime juridique qui se pose, donc la présentation de dispositif légal. Ensuite, je vous propose de nous intéresser au cadre contractuel. Et puis, pour finir, je ferai un rapide focus sur la collecte des données personnelles et l'impact de la loi informatique et liberté. Donc pour les définitions, donc comme Pierre-Yves, j'ai un peu tâtonné pour trouver finalement une définition de l'open content. Donc je vous en propose une qui vaut ce qu'elle vaut. L'open content, je le conçois comme finalement l'ouverture des reproductions numériques des œuvres qui
sont dans le domaine public, et c'est parce qu'elles sont dans le domaine public qu'elles vont pouvoir faire l'objet d'une diffusion. Elles se distinguent également de l'open data qui porte plus sur les données. Comme exemple, on peut citer celui de la description, des données descriptives de l'œuvre. Alors on peut se demander pourquoi cette open data. Alors moi, je trouvais qu'elle avait quelques raisons. Je pense qu'il y a un besoin de diffusion culturelle, un besoin de notre société d'ouvrir à l'information, dans un souci effectivement non commercial, mais également dans le cadre d'un intérêt général qui est celui du grand public, de la société. Donc, on constate des tendances qui se retrouvent donc au sein des musées, des institutions, des fondations, donc diffusion des contenus numériques sur différents supports. Il y a tout d'abord effectivement celui qui vient immédiatement à l'esprit, le site web officiel des musées ou des institutions culturelles, mais on peut également s'interroger sur la diffusion des contenus numériques sur les réseaux sociaux et également sur les plateformes extérieures. Donc pour en arriver au vif du sujet qui est le régime juridique, une œuvre est définie par le Code de la propriété intellectuelle, par l'article L112.1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège une œuvre, mais qui la protège dans sa forme. C'est la forme d'expression qui est protégée. On protège une œuvre, on ne protège pas une idée. L'idée est, suivant l'adage, de libre parcours, et on considère que c'est une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle doit émaner d'une personne humaine, donc elle suppose une intervention humaine. Et le dernier critère qui est décisif, qui est celui de l'originalité, c'est parce qu'une œuvre est originale qu'elle sera protégée par le Code de la propriété intellectuelle. Donc si les magistrats, les juges ne constatent pas l'originalité d'une création, celle-ci ne sera pas protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Donc parmi les œuvres qui peuvent nous intéresser aujourd'hui, le Code de la propriété intellectuelle, on cite un certain nombre d'œuvres, et on retrouve effectivement les œuvres artistiques, donc de dessin, partiture, architecture, sculpture et autres. Et le Code de la propriété intellectuelle présente également l'œuvre photographique et reconnaît à l'œuvre photographique la qualité d'œuvre protégeable au titre du droit d'auteur, puisqu'il cite les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues ainsi à la photographie. Donc une œuvre photographique est protégeable si... Une œuvre photographique est protégeable si elle répond aux conditions et si notamment elle est originale. Alors en droit français, on constate qu'il y a un courant majoritaire dans la jurisprudence qui reconnaît à la photographie d'une œuvre d'art le caractère d'œuvre originale. Donc là, je vous ai cité donc, une première décision du TGI de Paris, une deuxième décision de la Cour d'appel de Dijon du 7 mai 1996 et une autre de la Cour d'appel de Paris du 26 septembre 2001. Donc en fait, c'est juste des extraits. Il y en a beaucoup de décisions qui citent que la photographie est une œuvre de l'esprit dès lors qu'elle est originale. Donc le magistrat va rechercher en fait l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est l'originalité qui va faire que cette photographie sera protégeable par le droit d'auteur. Donc finalement, c'est le parti pris du photographe, les éclairages. Donc je vous ai cité des exemples d'éléments que les magistrats ont retenus. Des exemples portent sur l'éclairage, sur les choix délibérés effectués par le photographe, l'objectif, les filtres, le cadrage, l'angle de vue. C'est tous ces éléments qui vont constituer que l'on va sortir en fait d'une expertise technique, d'un travail technique pour arriver à une création qui sera protégeable par le droit d'auteur. Je vous ai cité également une décision qui n'a pas reconnu la qualité d'œuvre protégeable au sens du Code de la propriété intellectuelle, donc au sens de l'article L112.2 du Code, puisque donc en l'espèce, les magistrats ont considéré que la photographie n'est que la représentation fidèle d'un tableau
et a considéré qu'il n'y avait pas d'originalité en l'espèce, c'est simplement un savoir-faire technique. Alors je vous rappelle également un point important qui est celui de la preuve de l'originalité. C'est à celui qui invoque des droits d'auteur de prouver qu'il bénéficie bien de la protection du droit d'auteur. Et là, je cite un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 avril 1993. Donc, lorsque l'on dit droit d'auteur, on bénéficie d'un régime juridique de protection qui distingue les droits patrimoniaux et le droit moral. Les droits patrimoniaux qui subdivisent en droits de représentation, droits de reproduction, droits de suite, qui ont une durée limitée. Le principe qui est celui de 70 ans à compter du décès de l'auteur. Il y a des exceptions où on allonge cette durée du droit d'auteur, par exemple pour fait de guerre ou autre, mais le principe à retenir, c'est de 70 ans après le décès de l'auteur, et dès lors que l'œuvre ne bénéficie plus de la protection, on considère qu'elle tombe dans le domaine public, et si elle tombe dans le domaine public, elle peut être utilisée librement, au sens, bien sûr, des droits patrimoniaux, puisque l'auteur conserve ses droits moraux, puisque donc, le droit moral est perpétuel, inaliénable et incessible. Donc il y a effectivement toujours des exceptions au droit d'auteur. On a vu que le principe, c'est celui de la protection. On a des exceptions qui concernent les courtes citations, les copies, les reproductions privées et les représentations privées dans le cercle de famille. Donc effectivement, dans le cas qui nous intéresse, la reproduction, la diffusion numérique d'une représentation photographique d'une œuvre d'art tombe sous le coup donc, des questions que je vous présente, puisqu'on est face pour les œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, qui sont dans le domaine public pour lequel il y aurait des droits d'auteur du photographe, à un droit existant et sur lequel il y a une possibilité d'effectuer une gestion contractuelle du droit d'auteur que je vous expose sous deux voies. Il y a la première qui est celle de la cession du droit d'auteur. Donc l'idée, c'est d'acquérir le droit d'auteur auprès du photographe si celui-ci a des droits sur l'œuvre parce que son œuvre photographique est originale, ou bien acquérir des droits auprès de l'auteur de l'œuvre si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public. Puis il y a également la possibilité d'exercer les licences d'utilisation. Alors, en ce qui concerne les cessions de droits d'auteur, donc la cession est régie de façon stricte par le Code de la propriété intellectuelle, puisque le Code prévoit que ce contrat doit faire l'objet d'un écrit, et tous les droits qui ne sont pas expressément cédés sont conservés par l'auteur. Et il convient également d'indiquer, de préciser par écrit dans le contrat l'ensemble des droits qui sont cédés dans le cadre d'une mention distincte dans l'acte de cession. Donc si vous n'avez pas de contrat écrit, il n'y a pas de cession de droit d'auteur, il n'y a pas de cession orale du droit d'auteur, et n'est cédé que ce qui est écrit. Donc voilà ce qu'il en est pour la cession de droit d'auteur. Et pour finir, je dirais que, et cette fois-ci vis-à-vis des utilisateurs du site, vis-à-vis du public, il est possible de prévoir des conditions générales d'utilisation, une licence pour indiquer au public qu'il est possible d'utiliser des reproductions des œuvres, mais ces reproductions devront s'effectuer, vous avez la possibilité d'encadrer en fait les utilisations que vous allez autoriser. Et pour finir, je souhaitais simplement attirer votre attention qu'à partir du moment où, en tant que musée, institution culturelle, vous soumettez l'accès à ces représentations numériques d'œuvres d'art à la collecte, à une collecte, à un formulaire et à une collecte de données personnelles, vous êtes soumis à la loi informatique et liberté, c'est-à-dire que vous devrez procéder à une déclaration CNIL puisque vous allez constituer un fichier portant sur des données personnelles. Voilà, c'était juste un petit rappel à la fin pour ne pas collecter et oublier la loi informatique et liberté. Voilà ce que je voulais vous dire sur un plan juridique. Merci Naïma pour ce rappel du cadre juridique. Ce que je vous propose, c'est on va écouter d'abord les interventions et ensuite on établira le dialogue avec vous.
pour pouvoir permettre à chacun des intervenants de vraiment pouvoir s'exprimer. Donc je vais tout de suite passer la parole à la RMN. Alors la RMN est une grande institution culturelle française, avec une spécificité, c'est qu'elle ne dispose pas d'une collection en propre, mais qu'elle est en charge, notamment c'est un de ses métiers, en plus de celui de gérer des lieux et d'organiser des expositions. L'un de ses métiers est de gérer les collections photos, des collections de musées et établissements patrimoniaux. Donc après le cadre juridique, je trouvais intéressant de passer la parole aux représentants de la RMN qui sont dans cette contradiction, ou du moins une contradiction apparente, de cette demande de plus en plus forte et cet appétit pour les images de collection, les images d'œuvres d'art sur les réseaux, sur les sites internet, face à des contraintes de droit ou d'obligations commerciales ou de politiques commerciales ou tout simplement de modèles économiques. Donc je vous passe la parole toutes les deux. Vous allez intervenir en binôme, Isabelle et Fleur. Bonjour, donc c'est moi qui vais commencer. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Donc je suis Fleur Alain Greenbaum, je suis adjointe à la sous-direction des affaires juridiques de la RMN Grand Palais. Donc je ne vais pas revenir sur les grands principes juridiques qui ont été exposés par Maître Alayan, mais ici mon but c'est de vous exposer justement la mise en application par la RMN Grand Palais de ces grands principes. Donc très rapidement vous dire que la RMN Grand Palais est un établissement public industriel et commercial qui résulte de la fusion entre la RMN, c'est-à-dire la Réunion des musées nationaux, et le Grand Palais, qui a été opérée par décret en 2011. C'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Culture. Et nous exerçons un certain nombre d'activités à la fois de services publics et également des activités commerciales. Et parmi les activités commerciales que nous exerçons une activité d'agence photographique, puisque nous diffusons commercialement un nombre considérable d'images d'œuvres d'art. Donc nous fonctionnons à ce titre comme l'ensemble de nos agences photographiques concurrentes, et nous considérons d'un point de vue juridique nos images comme des œuvres photographiques protégeables par le droit d'auteur en application du Code de la propriété intellectuelle. Ces images sont issues en fait de deux sources. Soit elles sont issues du propre fonds de la RMN Grand Palais, c'est-à-dire via les campagnes photos que l'agence photographique de la RMN Grand Palais effectue dans les musées. Soit les images que nous diffusons proviennent de fonds tiers, de fonds extérieurs, c'est-à-dire de fonds d'institutions muséales qui nous confient leurs fonds photos en gestion. D'un point de vue juridique, nous passons par conséquent des accords, des partenariats avec ces institutions muséales, et ces partenariats ont pour but de définir les conditions juridiques et économiques également de la diffusion des images des collections muséales et notamment des collections nationales. Je vais revenir sur le décret de 2011 car il est essentiel. Ce décret qui nous a assigné une mission particulière. C'est une mission de service public de constituer une photothèque dite universelle. Donc il s'agit pour nous de réaliser et de distribuer les images de l'ensemble des œuvres des collections des musées nationaux. Et la photothèque numérique qu'Isabelle Rosard, chef de projet, va vous présenter, est justement là pour répondre à cette exigence de notre décret. C'est un site internet et également une plateforme API qui ont pour objet de permettre un accès à nos images à un public plus large que celui de l'agence photographique, qui est aujourd'hui un public de professionnels essentiellement. Donc, d'un point de vue juridique, comment ça s'organise s'agissant de la photothèque numérique? Eh bien, nous allons mettre en place des CGU, des conditions générales d'utilisation, et qui vont permettre un accès gratuit à un certain nombre de nos images
pour un certain nombre d'usages déterminés, qu'Isabelle va vous préciser tout à l'heure, à l'exclusion toutefois d'usage commercial. Donc voilà, c'est très bref. Je laisse maintenant la parole à Isabelle qui va vous définir un peu plus spécifiquement les usages qui vont permettre cette photothèque numérique. Et je reste à votre disposition si vous aviez toute question plus juridique sur le fonctionnement de la RMN, Grand Palais ou de l'agence photographique. Voilà. Merci. Bonjour. Donc moi je vais vous décrire l'aspect plus fonctionnel du projet donc, que la RMN est en train de mettre en place. Donc projet dit de photothèque numérique grand public, puisqu'elle va venir être un complément, compléter l'activité, qui est donc une activité de vente d'images qui est opérée par l'agence photographique de la RMN. Donc sans doute que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous connaissent déjà le site photo.mn.fr, qui est le site de l'agence photographie sur lequel on peut trouver des images et les acheter. Donc nous avons lorsque nous avons lancé le projet à la RMN Grand Palais, nous sommes partis pour constituer cet autre volet de la photothèque universelle, donc le volet grand public. Nous sommes partis de deux axes qui nous paraissaient fondamentaux. C'était l'axe des usages, qu'est-ce que les gens peuvent vouloir faire avec les images et comment peut-on les accompagner dans leurs envies. Et puis l'axe de comment optimiser la diffusion des images sur Internet. Donc cela nous a conduit à 3 réalisations techniques qui sont en fait 3 volets d'un même projet, qui sont bien le site Internet qui sortira bientôt et qui est donc dédié au grand public, d'une part. Le second volet, c'est que ce que nous développons pour ce site que nous allons mettre en ligne sous notre propre nom de RMN Grand Palais, eh bien ce site, nous allons aussi le développer sous une forme de module, un module qui pourra être intégré par les musées dans leur propre site, donc un module en marque blanche qui permettra aux musées dont nous diffusons les images de pouvoir sur leur propre site avoir une partie de consultation des images. Et puis le troisième volet est en réalité le premier, puisqu'il est le socle informatique de tout ça. C'est donc le volet base de données et API. Donc une API que Fleur a mentionné, c'est une interface de programmation. Donc c'est une interface qui est destinée à des développeurs qui vont pouvoir venir, en se connectant à cette interface, récupérer les images et les métadonnées de ces images. Donc ça encore, c'est un moyen de diffuser les images. Donc je vais vous développer très très rapidement ces 3 volets. Donc le site internet, nous nous adressons au grand public, donc il va permettre d'accompagner le grand public dans les usages suivants. C'est d'abord la découverte d'images. On est sur une vaste base de données d'images. On considère plusieurs centaines de milliers d'images. Donc c'est une base qu'on ne peut pas forcément tout un chacun aborder comme ça, de manière évidente, par une simple recherche ou une page de recherche avancée, parce que tout le monde ne peut pas exprimer une recherche comme ça ou savoir exactement, tout simplement, chacun n'a pas forcément une recherche très précise à faire. Donc il va y avoir de l'intuition, de l'intuitif, de la proposition d'image, du rebond. Donc il y a le premier volet, c'est la découverte de cette base d'images. Un autre aspect que nous développons, c'est le pouvoir collectionner ces images, si je puis dire, donc réaliser des albums et pouvoir éditorialiser ces albums. Le troisième type d'usage, c'est un usage qui est maintenant absolument incontournable, c'est de pouvoir partager ces images avec son réseau, donc sur les réseaux sociaux ou sur un autre site. Partager donc soit les images que vous aurez découvertes qui vous auront plu ou simplement un album que vous aurez réalisé. Un autre usage que nous allons accompagner, c'est un usage existant, c'est de pouvoir télécharger cette image. Donc on est toujours, comme l'a dit Pierre-Yves, je le redis, là dans cette dimension grand public qui est une dimension d'utilisation non commerciale des images, mais dans un usage privé non commercial, bien entendu qu'on pourra télécharger les images. Et puis il y a un autre volet aussi, qui est là un volet très intéressant de ce projet, même s'il sort un petit peu du cadre purement juridique de la diffusion d'images, c'est le fait que nous allons aussi, présentant cette base d'images extrêmement riche et qui sont les images des œuvres des musées, nous allons mettre en place aussi une interconnexion de données avec les musées
qui va débuter en ce moment, mais qui va sans doute se poursuivre sans cesse, en fait. C'est un projet qui sera presque infini. L'idée étant que lorsque vous consulterez la page d'une œuvre qui donc est présentée dans un des musées français, vous pourrez trouver des liens utiles vers des sites de référence qui seront en premier lieu le site du musée dans lequel l'œuvre est présentée, mais aussi des sites de référence qui peuvent être utiles pour le grand public. Donc voilà pour le site internet. Donc le module en marque blanche, ben voilà, c'est finalement ces fonctionnalités-là, mais qui peuvent être emportées dans un autre site. Et puis donc le socle de tout ça, l'API, elle a 2 volets. C'est un premier volet donc de diffusion des images et des données, et puis un autre volet qui est l'interconnexion des données, qui est donc aussi via cette API, nous pourrons nous interconnecter donc avec des bases de référence, enrichir nos données, mais surtout les enrichir de liens pour pouvoir les présenter sur notre site internet. Voilà pour la partie fonctionnelle. Il y a une idée qui sous-tend tout ça aussi, c'est une idée qui est aussi liée au sujet d'aujourd'hui, c'est comment être plus présent sur internet, avec cette idée très forte que plus les institutions culturelles mailleront des liens forts entre leurs propres sites internet, mieux elles seront référencées, mieux elles seront trouvables, plus elles existeront sur le web. Voilà. Merci. Merci Isabelle et Flore, merci de nous donner autant d'informations sur ce projet qui est vraiment un projet tout à fait nouveau, qui sera annoncé au mois de mai. Donc merci beaucoup, et je pense que Roy aura l'occasion aussi d'en parler plus tout à l'heure dans le dernier débat de l'après-midi. Une petite question, vous savez déjà combien d'œuvres seront proposées au lancement ? Pas exactement, on est en train justement de travailler sur tout la base de données de laquelle on part, c'est la base de données de l'agence photo qui a aujourd'hui à peu près 830 000 images. On est vraiment sur d'énormes volumes, plus de 500 000 œuvres. En fait, du fait des spécificités justement notamment juridiques de certaines images, lorsque le site sortira, on ne sera pas sur ce volume-là, mais on sera quand même sur un volume, ce sera vraiment déjà énorme et j'espère très utile. D'accord. Et donc, a priori, les 4 usages que tu nous as présentés permettent de retrouver à peu près les 4 R que j'avais mentionnés au tout début dans la présentation introductive. Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Matisse, Monsieur Rémi Matisse, qui représente ici non pas son institution, mais Wikipédia, et qui va nous donner son point de vue donc de Wikipédia sur cette question de l'open content. Oui, je lance la présentation. Parfait. Donc oui, mon intervention ne va pas forcément être très originale pour ceux qui sont déjà un petit peu au courant, qui sont renseignés sur la manière dont ça se fait, mais juste mettre les choses au clair et voir un petit peu ce qui se passe sur Wikipédia et sur les sites Wikimedia par l'intermédiaire donc, de Wikimedia France et des autres institutions, enfin des autres structures de Wikimedia au niveau international, en particulier donc, pour la diffusion des images culturelles. Je veux bien la souris du coup éventuellement. Oui, je vais te la donner. Je sais juste passer en plein écran. Donc, bien évidemment, vous connaissez Wikipédia que vous utilisez, mais que pour nourrir Wikipédia, on a besoin de texte, bien évidemment, mais on a besoin d'images, et que Wikipédia est le principal site culturel dans le monde, et donc une porte d'entrée très importante pour la culture française et mondiale. Et donc, à côté de Wikipédia se trouve en particulier un site, Wikimedia Commons, qui fait partie de la même galaxie des sites Wikimedia, et qui comprend 25 millions de photographies sous licence libre ou du domaine public, librement réutilisables, utilisées dans Wikipédia, mais utilisables pour d'autres choses, on va le voir. Et donc, c'est là que se pose la question principale et pour laquelle je suis présent ici. Ces photographies peuvent venir de contributeurs privés, comme ceux qui écrivent sur Wikipédia, mais également passent par l'intermédiaire de partenariats avec des institutions culturelles qui ont envie de diffuser leurs images par l'intermédiaire de Wikipédia et qui gagnent, eux, une certaine visibilité ou simplement la possibilité de rendre les missions de service public dont ils sont dépositaires.
Donc bien évidemment, Wikipédia présente un grand nombre d'articles, ce qui nécessite un nombre d'images sur des thématiques extrêmement diverses, ce qui est peut-être une première différence avec les bases de données de manière plus brute qui sont proposées par telle ou telle institution, dans la mesure où il s'agit non seulement de disposer de cette base de données qui sera sur Wikimedia Commons, mais également de réutiliser ces images dans des contextes extrêmement différents en fonction des besoins. Et là où on arrive aux questions qui font mal, c'est qu'on parle de choses qui sont libres, qui sont réutilisables, c'est-à-dire qui sont soit sous licence libre, dont il a été question dans la première intervention, alors une licence libre en particulier, soit dans le domaine public. Quand on parle d'une licence libre en particulier, c'est donc cette licence Creative Commons by SA, qui est donc la licence la plus libre qui existe, c'est-à-dire que là on ne parle pas seulement de voir les images comme il est question dans d'autres cas, mais de pouvoir réellement en faire quelque chose, en faire même à peu près ce qu'on veut dans le respect du droit d'auteur, c'est-à-dire faire des remixes, réutiliser dans un autre cadre, utiliser pour un usage commercial, et ainsi de suite. Donc les seules conditions qui sont imposées sont donc le bail, qui signifie qu'il faut attribuer l'œuvre à son auteur, sur lequel tout le monde est d'accord, qui fait de toute façon partie du droit d'auteur français, du droit moral. Et l'autre condition est le SA, qui veut dire share alike, partage à l'identique, où là, alors c'est une manière de voir les choses qui est peut-être un petit peu particulière par rapport à ce qui a été présenté auparavant, qui est qu'on part du principe que les usages commerciaux ne sont pas forcément mauvais du tout, que le but n'est pas du tout d'interdire de créer de la richesse en France en s'opposant à un certain nombre de pratiques, qu'on doit au contraire encourager cette création de richesse, qu'elle soit culturelle ou juste de vraie richesse, mais qu'il est important en revanche qu'il y ait une certaine éthique par derrière, et en particulier qu'on vise vers la création tous ensemble d'un bien qui soit utilisable par tous. Et donc le share alike signifie qu'on a le droit de faire des modifications, on a le droit de les utiliser, mais que si on fait des modifications, il faut reverser au pot commun, et que donc il n'est pas possible d'utiliser sans remettre ses propres créations pour qu'elles soient à leur tour disponibles pour tous. De quelle manière est-ce qu'on voit le droit d'auteur sur Wikipédia ? Alors d'abord, il y a peut-être une différence avec aussi d'autres pratiques, même si elles ne sont pas systématiques, c'est qu'on part du principe qu'une reproduction neutre, et c'est ce qu'on veut, d'une œuvre en deux dimensions n'aura pas de droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un scan, il n'y a pas de droit d'auteur. On est d'accord sur ça avec la plupart des institutions culturelles françaises, avec toutes les archives départementales, avec la BNF et ainsi de suite, en partant du principe qu'il existe un cahier des charges qui fait qu'on ne veut pas justement l'empreinte de la personnalité de la personne, et que donc ça sera dans le domaine public pur. On est là aussi complètement en phase avec les pratiques de pays étrangers, où précisément la public domain marque, pour dire cette reproduction d'un document dans le domaine public est lui-même dans le domaine public, a été créée il y a quelques années et utilisée systématiquement par le British Museum sur ses scans, et ainsi de suite. Ensuite, vous aurez du droit d'auteur sur d'autres choses, à partir du moment où justement c'est une véritable photographie, à partir du moment où il y a un cadre autour d'un tableau, à partir du moment où c'est une sculpture, etc. Ou dans ce cas-là, le photographe aura un droit d'auteur, et dans ce cas-là mettra sa création sous cette licence SCC by SA. Il y a autre chose à signaler qui n'a pas été signalé au début, c'est que, prenant acte de l'absence de droit d'auteur sur les scans, certaines institutions utilisent une autre ressource juridique qui est en fait le droit des données culturelles publiques, la loi de 78-753, qui dit qu'une donnée qui est créée par une institution publique est librement réutilisable, sauf dans deux cas, celle de recherche et celle culturelle. Et donc c'est ce qui est utilisé par la plupart des archives, etc., pour permettre de mettre des conditions de réutilisation et interdire certaines réutilisations.
Là, c'est quelque chose de typiquement français, qui du coup n'est pas reconnu en tant que tel sur Wikimedia Commons, mais en revanche, il y a une volonté de progresser ensemble avec les institutions, qui fait que les institutions qui font état de cette loi typiquement française pour mettre des conditions de réutilisation ne seront pas utilisées par les internautes qui vont prendre des données pour Wikimedia Commons. Donc, du coup, on va... ça passe plus. Non, parce qu'on est passé en veille. Du coup, on peut passer ça parce que... voilà. Alors, ensuite, du coup, quand on travaille avec des institutions culturelles qui ont envie de verser leur numérisation pour les réutiliser, alors ça c'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment, c'est-à-dire qu'on a vu que l'open content était quelque chose d'important actuellement et en plein dans les enjeux que connaissent les musées qui ont envie d'être visibles, de faire la différence avec d'autres musées et tout simplement de remplir leur mission qui sont avant tout de diffuser la culture. On donc propose de verser leur numérisation avec les métadonnées si possible pour que ça soit le plus exact possible dans Wikimedia Commons dans lequel Wikipédia va pouvoir piocher. Qu'est-ce que ça donne du point de vue de la visibilité? C'est ce que je vous montre là avec certaines stats où là on est sur le mois de février 2015 je crois, où vous avez du coup le nombre de vues des images qui ont été versées par un certain nombre d'institutions de différents pays, beaucoup américaines pour des raisons culturelles, d'Europe du Nord, en Israël, etc., où vous voyez que l'on arrive facilement à plusieurs centaines de milliers, voire millions de vues, et qu'on multiplie par le nombre de mois, qui est la colonne numéro 2, nombre de mois pendant lesquels les images ont été disponibles, on arrive au fur et à mesure à voir à plusieurs milliards de vues des images qui ont été versées. Et si on regarde une institution plus précisément, j'ai pris un exemple, il faut encore appuyer sur la flèche, ça ne marche pas. Ça, c'est l'exemple des archives nationales américaines, les NARA, qui ont versé un très grand nombre de photographies qui sont donc chargées dans Commons, catégorisées de manière fine pour préciser un petit peu les métadonnées qui avaient été créées par NARA eux-mêmes. Et on voit qu'on est aux alentours de 200-240 000 vues par jour, sauf le week-end, de ces images-là. En France, on travaille avec un certain nombre d'institutions culturelles aussi. Donc on avait parlé de Toulouse avec les bibliothèques, le muséum, les archives, etc. Bien préciser que ce genre de pratique n'est pas du tout réservé aux grandes institutions, même si on a travaillé avec Versailles, Pompidou, la BNF, etc. On travaille également avec des tout petits musées, en particulier on travaille avec le musée de Champlit en Haute-Saône, qui est justement un cas assez amusant parce que être présent sur Internet, c'est compliqué pour un petit musée, ça coûte très cher, il faut être présent, il faut faire des choses. Et donc, du coup, être sur Wikipédia, c'est un petit peu externaliser tous ces problèmes, tous ces coûts, et ça leur donne une visibilité très très importante. Et du coup, ça donne l'idée et la volonté à un certain nombre d'institutions, même sans passer par Wikimedia France, en tout cas de dire clairement tout ce qu'on produit est librement réutilisable, donc sans droit d'auteur évidemment, mais en utilisant la licence ouverte de Etalab. C'est ce que fait la BNU à Strasbourg, c'est ce que fait la Bibliothèque interuniversitaire de médecine sur leurs documents anciens pour que ça soit librement réutilisable. Et au-delà, un certain nombre d'institutions qui ont des missions nationales et justement de représentation de la richesse culturelle française travaillent avec nous vraiment pour des raisons éthiques, ne serait-ce que les archives nationales françaises qui voulaient que les principaux grands documents de l'histoire de France soient librement disponibles pour tous. Donc je vais me dépêcher. Sur le décloisonné, surtout souligner que le gros avantage, en dehors de la visibilité, c'est justement que les gens trouvent ce qu'ils ne cherchaient pas, c'est la sérendipité, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder un article sur l'histoire du football et vous tomberez sur un vase grec et vous le montrerez à des gens qui n'ont jamais vu un vase grec et qui n'en ont rien à faire et qui du coup vont quand même découvrir des choses qu'ils ne cherchaient pas. Et au-delà, surtout, préciser que quand on parle d'open content, ça va avec de l'open data de manière à peu près systématique, c'est-à-dire qu'il est très très important que les descriptions suivent et que les descriptions soient les plus
fidèle et précise possible, d'où le fait que ça repose encore très très largement sur le personnel des institutions culturelles, qui, bien loin de perdre du pouvoir, en gagnent, parce que c'est justement eux qui sont au centre de toutes ces questions-là, et qu'en particulier, lié aux images, il y a un autre projet Wikimedia qui s'appelle Wikidata, qui permet justement d'accueillir toutes ces données et de les structurer et de les utiliser d'un point de vue sémantique, ce qui donne une très très grande richesse d'utilisation et qui remet les données des musées non plus utilisées par quelques conservateurs au fond de leur institution, mais utilisables partout sur Internet et pour tout le monde, et donne donc un nouveau rôle social finalement au musée. Si tu peux encore passer, oui, jusqu'à certains usages pour, ne serait-ce que pour prendre le milieu de la culture et le ministère, le site Histoire des Arts qui repose sur les données sémantisées de Wikipédia. Voilà, après il y a plein de questions qui se posent, je serai disponible pour discuter et merci beaucoup. Merci Rémi. On va écouter la dernière intervenante qui représente l'ADAGP. On le voit au fil de ses premières présentations, la problématique de l'open content est à cheval entre des questions de modèle économique, de rayonnement, mais également de droit d'auteur. L'ADAGP représente les artistes qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public. Donc ça rajoute quelque part dans cette problématique et dans cet équilibre peut-être un élément à prendre en considération, un élément en plus à prendre en considération dans cette question de l'open content. Quelle est la position, j'allais dire, générale de l'ADAGP et du coup, j'imagine, des artistes que vous représentez face à cette question de l'open content et face principalement peut-être à ce qui se passe aux États-Unis et que j'ai décrit au début avec ce mouvement vers l'ouverture des collections et de leurs images sur la toile. Merci Pierre-Yves, bonjour. Donc oui, je représente l'ADAGP. L'ADAGP, donc peut-être très brève description. C'est la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, donc une société d'auteurs constituée en société civile. Nous fonctionnons sous couvert du Code de la propriété intellectuelle, sous tutelle du ministère de la Culture. Et notre mission première est la gestion des droits patrimoniaux des auteurs dont les œuvres sont protégées, donc comme le disait Pierre-Yves, des artistes vivants, ou des artistes décédés depuis moins de 70 ans, la durée des droits patrimoniaux en Europe. Alors, le répertoire que nous représentons, il est vaste, puisqu'il est composé de plus de 30 disciplines. Ce sont tous les arts graphiques et plastiques, comme l'indique notre nom, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les photographes, mais aussi les architectes, les designers, les affichistes, les céramistes, les auteurs de street art au sens global du terme, entre les pochoirs, ceux qui font des fresques, ceux qui font des graphes, il y a toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Ça, en tout cas, donc toute une panoplie comme ça de disciplines artistiques dont nous gérons ce que Naïma a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, le droit de suite, avec des composantes très diverses selon que l'on parle de droits exclusifs ou de droits à rémunération, comme la photocopie, les droits de copie privée, etc. Mais bon, je ne suis pas là pour vous faire une déclinaison de toute cette collection, mais sachez que aujourd'hui, nous représentons donc 11 000 artistes membres directs de la DAGP. Nous représentons aussi 110 000 autres artistes du monde entier. Pourquoi ? Parce que nous avons des sociétés d'auteurs homologues à l'étranger, dans 50 pays du monde, en Europe, mais pas que en Europe, beaucoup en Amérique du Nord, en Amérique centrale, latine, en Afrique, en Asie, enfin dans tous les coins du globe. Qui donc ont elles-mêmes des artistes qu'elles membres et dont elles nous confient la représentation pour les utilisations par des utilisateurs au sens large français.
Qu'est-ce que c'est que ces utilisateurs? Ce sont donc les personnes qui veulent, d'une façon ou d'une autre, reproduire les images des œuvres. Donc la DAGP est l'interlocuteur des éditeurs de livres, des éditeurs de presse, des chaînes de télévision, des sites internet. Alors pour le droit de suite, c'est un autre droit d'auteur, mais c'est les marchands d'art, tout ce qui est galeriste, société de vente aux enchères, qui nous connaissent bien. Et donc, pour toutes ces utilisations, la publicité, les produits dérivés, les institutions muséales, voilà, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, utilisent des œuvres d'art selon des modalités qui nécessitent l'autorisation préalable et la rémunération des auteurs. Donc, pour ces utilisateurs, ils doivent venir auprès de nous, obtenir une autorisation de diffusion de l'œuvre, autorisation que nous allons délivrer en contrepartie d'une rémunération, c'est pour ça qu'on a été créé, que nous reversons aux artistes. Alors il y a plusieurs façons de procéder. Selon que l'utilisateur va solliciter, par exemple, l'utilisation de reproduction d'une œuvre d'art en couverture d'un livre, ou selon que, et on va arriver à notre sujet, on parle d'un site internet qui souhaite diffuser des dizaines de milliers d'œuvres, les modalités de gestion, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. La DAGP aujourd'hui a 60 ans, ce qui est à la fois jeune, mais qui nous donne un petit peu d'expérience, et on a su adapter les modalités de gestion du droit d'auteur pour offrir des outils juridiques qui sont adaptés à ce que souhaite faire notre interlocuteur. Donc, par exemple, on distingue deux grands pans dans les modes de gestion, comme je vous le disais tout à l'heure, la gestion œuvre par œuvre. Donc, c'est le cas de la couverture d'ouvrage, où là, l'éditeur qui souhaite faire cette utilisation va nous demander une autorisation très précise. Nous allons, nous, d'ailleurs, non pas délivrer directement l'autorisation, mais revenir vers l'artiste ou sa succession, pour savoir s'ils sont d'accord avec cette utilisation. Et ensuite, après quoi, nous délivrerons l'autorisation et facturerons l'éditeur selon des barèmes assez précis. Voilà le recueil de ces barèmes-là qui sont bien sûr accessibles sur le site internet de la DAGP, qui vont prendre en compte alors, le format de l'image. Là, dans mon hypothèse, c'est une couverture. Mais ça pourrait être un 8e de page, une double pleine page, etc. Et puis, bien sûr, le nombre d'exemplaires de l'ouvrage, selon que c'est 1000 exemplaires ou 50 000. Bon, rien que du très classique dans la façon de fonctionner. Ça, c'est le droit d'auteur dans son épure originelle, on va dire. Ensuite, la multiplication des modes de diffusion et la massification des utilisations a forcément, dans les années 80 déjà, fait prendre conscience qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus voilà, sur la quantité et sur la globalité. Et donc on a mis en place des outils que l'on appelle, dans notre jargon, des contrats généraux, qui vont permettre, en une seule négociation, en un seul accord, d'autoriser des utilisations massives d'œuvres, en fait, de l'ensemble du répertoire de la DAGP. Donc les fameux 120 000 artistes, nos 11 000 et les 110 000 des sociétés étrangères, dans lequel l'utilisateur va pouvoir donc utiliser les images, alors sous certaines conditions. Les conditions principales sont de nous dire déjà ce qu'il diffuse, de nous faire une reddition de compte, du reporting en bon français, ce qui va nous permettre, nous, de savoir ce qui est diffusé. Pourquoi ? Parce que la deuxième condition, c'est le versement d'une rémunération, et les informations qu'on collecte auprès des utilisateurs, ça va être pour savoir à quels artistes reverser les droits. Le modèle qui a généré cette modalité de gestion, c'était la télévision dans les années 80, qui déjà avait des problématiques de diffuser 24 heures sur 24 les œuvres et de ne pas pouvoir demander l'autorisation spécifique à chaque fois. Et puis bien évidemment, ce modèle de
diffusion, enfin de gestion, excusez-moi, c'est développé aussi sur d'autres modes de diffusion, et notamment les sites internet. Voilà, un autre exemple, mais il y a d'autres modalités comme les plateformes de vidéo à la demande, des choses comme ça. Donc, c'est le principe de la gestion collective des droits d'auteur, c'est d'essayer de trouver des solutions lorsque la gestion œuvre par œuvre, auteur par auteur, dans la relation individuelle entre un demandeur et un artiste, est ingérable. Et c'est exactement pour ça que nous avons été créés il y a fort longtemps par Beaumarchais, et pour laquelle aujourd'hui nous avons toute notre utilité. Alors par rapport au musée, là aussi il y a différentes façons de fonctionner, mais d'une façon générale, on conclut avec les musées des contrats généraux qui couvrent tout le panel, toute la déclinaison des utilisations que les musées font avec les œuvres de leur collection ou avec les œuvres des expositions permanentes. Alors ça va du ticket d'entrée au catalogue d'exposition en papier jusqu'au site internet, aux applications, aux visioguides, etc. En matière d'utilisation numérique, d'une façon générale, on négocie effectivement maintenant depuis le début des années 2000 des accords qui, alors il y a un modèle type qui est bien évidemment qu'on adapte au gré des utilisations souhaitées par l'institution muséale et qui en règle générale couvre donc le site internet ou les sites internet du musée ou des institutions, les profils et les comptes sur les réseaux sociaux, les dossiers de presse, les newsletters, les applications visioguides, enfin toute la déclinaison. Pour les réseaux sociaux d'ailleurs, ça couvre les partages de premier niveau, c'est-à-dire la possibilité pour les visiteurs des réseaux sociaux des musées de eux-mêmes faire un premier partage des œuvres. Voilà. Ça, encore une fois, c'est le cas pour tous les artistes dont nous gérons les droits. Ce sont des droits primaires, des droits exclusifs. On n'est pas en gestion collective obligatoire pour ce genre d'utilisation. C'est-à-dire qu'encore faut-il que l'artiste ait fait la démarche d'être membre de la DAGP ou de nos 50 sociétés sœurs. Mais bon, encore une fois, ça donne quand même l'accès à 120 000 artistes dans le monde, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, on a quelques restrictions dans ces contrats généraux. Par exemple, il est prévu que lorsque la diffusion concerne plus de 50 images d'un même artiste, on puisse, nous, avant qu'il y ait la mise en ligne des images, revenir vers l'artiste lui-même ou ses héritiers. Ça, c'est une précaution qu'on prend donc, depuis quelques temps, depuis le début d'ailleurs, parce qu'on s'était rendu compte que ça pouvait entraîner des choses qui pouvaient ressembler de près ou de loin, en tout cas dans le ressenti des artistes ou de leur succession, à des espèces de catalogues raisonnés avant l'heure, qui étaient quand même dans leur souhait d'être toujours très vigilants sur les faux, dont ils souhaitaient conserver la maîtrise. De la même façon, lorsqu'il y a des publications monographiques, il y a cette autorisation préalable, toujours dans le souci de ne pas autoriser des ouvrages monographiques qui pourraient ressembler à un catalogue raisonné, qui n'aurait pas été validé par les ayants droit à même de lutter contre les faux artistiques. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce qu'il y en a tous les jours qui se signent, la DAGP, pour les aspects purement numériques, a plus de 120 conventions avec des musées en France. On en a plus pour les aspects papier, mais tous les musées ou toutes les institutions muséales ne sont pas encore en mesure de diffuser des œuvres du répertoire de la DAGP sur leur site, étant précisé qu'il y a aussi des musées ou des institutions qui continuent, parce qu'elles n'ont que quelques dizaines d'œuvres, à fonctionner pour le numérique sous forme d'œuvre par œuvre, sans avoir franchi le pas. Des fois, c'est simplement une signature, mais voilà, on a tous beaucoup à faire. Donc certains n'ont pas encore contractualisé de façon générale pour les utilisations
Multimédia. Au final, j'ai demandé les chiffres, on est en gros dans environ 100 000 œuvres qui sont sous couvert de ces 120 conventions. Donc 100 000 œuvres d'artistes protégés, membres de la DAGP. Donc on imagine quand même qu'avec le domaine public, ça représente des volumes qui sont assez considérables. Donc je ne sais pas si on peut dire que les musées français ne sont pas sur Internet. Alors peut-être juste un petit florilège. Non. Hier, par exemple, très récemment, on a signé avec la Villa d'Arçon, mais on a l'atelier André Breton. Enfin, c'est très divers. La bibliothèque Jacques Doucet, la BPI, le Centre Georges Pompidou, la Cinémathèque française. Alors après, des institutions privées comme la Fondation Cartier, la Pinacothèque, les FRAC, les musées de la ville de Paris, ceux de la ville de Strasbourg, d'Angers, la RMN, la piscine, le MACVA, le Palais de Tokyo, enfin, centre d'art, musée, voilà, toute cette... le musée d'Orsay, le Louvre, etc. Cette maison n'a pas de convention avec la DAGP, Arts et Métiers, mais les arts déco en ont, bon, voilà. Alors, pour le projet, par exemple, que tout à l'heure, Fleur et Isabelle présentaient, là, c'est pas encore ouvert, mais typiquement, c'est le genre de choses où on est en train, justement, d'organiser toute cette diffusion et de contractualiser pour permettre la diffusion des œuvres à DAGP. Excusez-moi, en fait, je voudrais vous... Encore 3 minutes, non? Vous avez un petit peu débordé. D'accord. Donc, allez-y. En fait, je voudrais vous reposer la question du départ. C'est-à-dire, on est d'accord que les œuvres gérées par la DAGP, les œuvres des artistes gérées par la DAGP, sont aujourd'hui sur Internet. La question du séminaire d'aujourd'hui, c'est pas d'être sur Internet. Elles sont sur Internet. C'est de passer à la deuxième étape de l'Internet, c'est-à-dire l'open content, qui, en gros, se caractérise par deux choses. Ce sont des images en plus grand format et souvent en meilleure qualité. Et deuxièmement, le téléchargement. Sur ces deux aspects, est-ce qu'il y a, par exemple, je vais rentrer dans le vif du sujet, des conventions numériques que vous aviez signées avant, qui est cette vague de l'open content, et qui aujourd'hui ne pourraient pas être signées, parce que ces deux, on va dire, plus produits de l'open content, c'est-à-dire la meilleure qualité et le téléchargement, soit n'est pas acceptable par des artistes, soit n'est pas accepté par la DGP, je vais dire de manière de politique générale. Alors, je ne sais pas, par exemple, sur les formats de définition, aujourd'hui, la norme dans les conventions qu'on autorise, elle n'a pas été toujours celle-ci, mais ça va jusqu'à 2000 pixels, c'est en cumulant longueur et largeur. Bon, c'est plutôt 1600, 800, 800, mais voilà. Et après, à la demande, on a eu, parmi certaines des institutions muséales, des demandes pour avoir des définitions plus importantes. Et là, on trouve des moyens, avec des visionneuses, des choses comme ça, de permettre de la haute def, tout en essayant, bien sûr, c'est l'exercice, d'éviter que ces fichiers ultra haute def puissent partir et qu'on puisse ensuite plus du tout, enfin, qu'il y ait ces fichiers haute définition qui soient diffusés, et qu'on sait qu'une fois que le fichier est diffusé haute définition pour être utilisé, beaucoup risquent d'oublier en tout cas de demander les droits. Je voudrais juste finir pour les visiteurs de musées. Enfin, je pense avoir répondu en disant que pour un certain nombre de sujets, et comme notamment le projet RMN qu'on a évoqué tout à l'heure, encore une fois, là oui, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, on a mis les choses, il n'y a pas de difficulté juridique du tout majeure à contractualiser. Est-ce que des projets tout à fait enthousiasmants et plutôt innovants que nous ont présentés Isabelle et Fleur soient faits dans le respect des droits d'auteur. Le tout, c'est d'essayer de toujours faire preuve d'imagination pour pas qu'il y ait l'alternative entre diffusion des œuvres et respect des droits d'auteur. On y arrive toujours. Je voudrais préciser deux choses concernant les visiteurs des musées eux-mêmes. C'est un sujet dont on a un petit peu parlé ces derniers temps. Déjà, la prise de photo, la prise d'une photo dans un musée ne donne pas en tant que telle prise au droit d'auteur. Enfin, ça n'a pas été précisé, mais sachez-le, et que les
les sujets qui ont pu être discutés récemment sur tous photographes, sur la prise de photos dans les musées, sont des sujets qui ne relèvent pas du tout du droit d'auteur. Le visiteur peut prendre une photo, peut la partager sur un réseau social, et à ce moment-là, ça c'est une seconde étape. La prise de photos dans un musée, en tant que telle, ne met pas en œuvre le droit d'auteur. Deuxième sujet, à partir du moment où cette image-là, on va la mettre sur son profil Facebook ou son compte Twitter ou que sais-je. Là, c'est la problématique du partage. Donc là, forcément, le droit d'auteur se pose puisqu'on se retrouve à ce que de simples spectateurs d'une œuvre, le visiteur de musée devienne lui-même un diffuseur de cette œuvre-là. Vous savez que le sujet aujourd'hui, il se situe quasiment au niveau européen, puisque les plateformes que je viens d'évoquer, Twitter et Facebook, sont donc des plateformes d'échange qui, au sens de la législation européenne et donc de la législation française, relèvent du régime de l'hébergeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de responsabilité juridique concernant les contenus, y compris des œuvres, qui circulent sur ces plateformes. Alors ça va bien au-delà du droit d'auteur, puisque la seule réserve, par exemple, qui avait été mise au temps où la directive commerce électronique a été édictée en Europe, c'était l'incitation à la haine raciale et la pédopornographie, où là ils doivent avoir un rôle actif et ils sont responsables si ce genre de contenu circule. Mais ils ne le sont pas lorsqu'il s'agit que de droit d'auteur. Ils ne le sont pas non plus, il y a eu des débats assez animés récemment pour l'incitation au terrorisme, par exemple, vous voyez, ou l'appel au djihad. Donc là aussi, il circule sur les plateformes tout un tas de choses de ce domaine-là, où là, on ne parle plus de droit d'auteur, hein, ça parle de sûreté publique, et où les plateformes disent « mais moi, je ne sais pas ce qui circule sur mes réseaux ». Et donc, du coup, qui est responsable pour la circulation du contenu sur ces plateformes? Pas elle, donc, mais en premier lieu, celui qui poste, l'internaute, le public. Et c'était ça le grand hold-up de la directive commerce électronique de 2000, c'est-à-dire que le droit d'auteur, qui est un droit de professionnel, hein, qui est celui qui unit des artistes professionnels à des utilisateurs professionnels d'œuvres, d'un coup, ces plateformes se retiraient du jeu. En se retirant du jeu, laissaient s'opposer des artistes à leur public. Et rendaient quasiment impossible l'exercice du droit d'auteur. C'est comme si on disait, à chaque fois que nous regardons la télévision, ça va être à nous de payer les artistes, nous les téléspectateurs. Heureusement que ce n'est pas le cas, et que c'est TF1, France 2, Arte qui payent les droits aux artistes. Et sinon, d'ailleurs, ça n'aurait pas pu marcher. Alors, concernant les profils Twitter et Facebook des gens notamment, qui partagent les photos qui sont prises dans les musées, l'alternative donc, puisque ça ne peut pas être les plateformes, c'est que ce soit les musées, soit les internautes qui payent. Alors il y a des musées, on est en train de discuter avec certains, qui souhaitent encourager ça et qui, dans le cadre des conventions qu'on a, prennent en charge cette chose-là, pour vraiment encourager les gens à diffuser sans pour autant démunir les artistes. Et puis, pour les utilisateurs, donc ça c'est quasiment impossible, sauf aller voir un utilisateur et dire vous me devez 1 centime d'euro pour l'image que vous avez publiée sur votre Twitter, ce qu'on ne fera jamais, ce qui ne sera de toute façon pas compris parce que je ne peux pas les en blâmer, les visiteurs ne connaissent pas le droit d'auteur et ça peut se comprendre. La seule chose que nous faisons, nous, à ce jour, par rapport aux internautes, c'est que lorsque ce sont, pardon Rémi, mais des fichiers très haute définition, maintenant avec les appareils, on prend quand même des images très puissantes, et que les gens les mettent en Creative Commons, vous pouvez modifier, faire commercialiser, etc. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas parce que leurs propres photos protégeables ou pas, ils peut avoir ce choix, que l'image, l'œuvre qui est prise en photo, elle-même doit être mise sous ce genre peut être mise sous ce genre de licence. Donc dans ces cas-là, on leur demande gentiment de bien vouloir mettre une définition bien plus restrictive pour empêcher les utilisations commerciales.
Alors, il y a un modèle vertueux qui existe quand même, parce que l'alternative, je vous l'ai exposée, elle est assez diabolique. Hein. Mais il y a des plateformes qui acceptent de jouer le jeu. Elles n'y sont pas obligées par la loi, c'est ce qui serait quand même la norme, mais bon, tant que la loi ne change pas, voilà. Alors, parmi les plateformes qui ont accepté de jouer le jeu, dès 2008-2009, il y a eu les plateformes d'échange de vidéos, et parmi lesquelles YouTube et Dailymotion, qui ont signé avec les sociétés d'auteurs, pas que la DAGP, mais la SACEM, la SACD, la SCAM, des accords qui permettent donc que toutes les vidéos qui soient sur cette plateforme-là rémunèrent les auteurs. Alors, ils ont aussi signé avec d'autres ayants droit, comme les producteurs, partant du principe qu'à un moment, il fallait quand même s'acheter, même si les directives les exonéraient de responsabilité, ou si on pouvait en avoir cette lecture-là, en tout cas, il fallait quand même qu'ils respectent la création dont ils vivaient. Et puis, il y a d'autres plateformes, encore plus dans notre domaine, qui respectent ça, qui jouent volontairement le jeu. Et je voudrais quand même citer le cas de la plateforme Who Art You, qui est une plateforme créée par deux fondateurs français. J'ai jamais été en contact direct avec eux, moi, à titre personnel, mais qui a été créée il y a plusieurs années maintenant, et qui est une plateforme, qui est un réseau social, qui permet aux visiteurs de musées qui ont un compte chez eux, hein, comme un compte Twitter ou un compte Facebook, de prendre les photos, de les partager sur leur compte. Ça permet de ramener aussi tout un tas de métadonnées qui sont tout à fait justes sur l'œuvre, voilà, enfin, on est et qui, ça permet de partager, enfin, il y a vraiment le côté open content, sauf que cette plateforme-là, pour toutes les œuvres de la DAGP, reverse des droits aux artistes. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner... Ah, pardon. Ah ben, je ne vous connaissais pas, enchantée. Non, mais c'est une démarche qui est ultra vertueuse, qui permet voilà, de ne pas choisir entre la technologie et le droit d'auteur. Il n'y a pas lieu d'ailleurs. Hein. Ceux qui nous enferment dans cette alternative de dire on est moderne, on est droit d'auteur, faut juste chercher à savoir à qui profite le crime. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de ça. Et YouTube avait déjà compris ça dès 2008-2009, Dailymotion aussi, d'autres là également. Et aujourd'hui, il y a, alors c'est aussi d'ailleurs utilisé par des artistes, Who Art You. Et il y a aujourd'hui donc 1200 artistes et 700 lieux qui sont aujourd'hui présents dans cette plateforme qui vient de se lancer. Donc c'est possible de diffuser les œuvres en open content tout en respectant le droit d'auteur. Voilà. Donc c'était vraiment la conclusion et le but de mon intervention. Alors je ne sais pas si le terme crime est tout à fait adéquat, mais bon, c'est un avis personnel. Je vais revenir justement, ça va permettre de redonner la parole à la RMN. Vous dites que vous discutez avec la RMN. L'un des avantages, l'une des avancées de la nouvelle plateforme va être le téléchargement. Est-ce que, du coup, ce point est accepté par vous dans le cadre de cette plateforme? Oui, bien sûr. Et est-ce que on va passer du droit à la finance? Est-ce que, du coup, si un musée veut introduire le téléchargement sur ses œuvres, les œuvres de la DAGP qu'il a actuellement sur son site internet, de quel pourcentage ou de quelle manière change le tarif, puisque les tarifs sont par utilisation, pour passer d'un non-téléchargement à un téléchargement? Alors ça, mais pas un chiffre précis, mais est-ce qu'on passe du simple au... je ne sais pas, enfin, je ne connais pas du tout. Et encore une fois, de toute façon, on est dans le cadre de choses qui globalisent. Avec le centre Georges Pompidou, je ne crois pas dire de bêtises en disant que le contrat qu'on a conclu, par exemple, couvre, en tout cas l'économie générale, permet de couvrir jusqu'à 240 000 ou 250 000 œuvres. Donc, mais incluant pas le téléchargement. Non, mais après, ça dépend de la demande. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et après, on fait... Alors, téléchargement, ça dépend s'il est à titre gratuit, à titre payant. Non, open content, comme je disais tout à l'heure, c'est à titre gratuit. Bon, là, sincèrement, là, tout de suite, sauf si vous voulez que je feuillette. Non. Il faut aller voir dans les barèmes.
Est-ce que, du coup, j'ai redonné la parole à la RMN. Est-ce que, au-delà de, donc vous discutez avec la DAGP, est-ce que vous discutez avec d'autres sociétés représentants d'auteurs et sur lesquels l'extension des droits dans le contexte de l'open content, ce que je disais, des formats plus grands, une qualité meilleure et le téléchargement pose problème et vous obligerait par exemple dans la plateforme que vous avez lancée de ne pas autoriser le téléchargement sur toutes les œuvres de la plateforme, ce que font d'ailleurs dans les musées américains qui ont fait de l'open content, toutes les œuvres, enfin, toutes les reproductions d'œuvres n'ont pas les mêmes conditions d'utilisation, les mêmes possibilités d'utilisation. Justement, on est en négociation avec forcément les ayants droit, les auteurs ayants droit des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public. Je pense par exemple à la Fondation Picasso Administration, avec qui on entre en relation contractuelle, au même type que la DAGP. Voilà, c'est un exemple, mais pour le moment, c'est en négo, on va dire. Donc je ne veux pas vous en dire plus aujourd'hui. Non, je ne voulais pas avoir l'état des discussions. Mais effectivement, c'est nécessaire. On est obligé, effectivement, de se nous mettre en relation avec ces auteurs, ces ayants droit et ces sociétés. Et est-ce que vous sentez que cet élargissement des possibilités d'utilisation qui découle de l'évolution des usages, est-ce que vous sentez que ça pose un problème ou que ça demande de la pédagogie ou que ça demande beaucoup plus de discussion que s'il n'y avait pas cet élargissement ? Je pense que ça demande quand même un effort pédagogique pour justement montrer que c'est pas, on n'est pas contre le droit d'auteur. On protège le droit d'auteur, mais on veut aussi favoriser une meilleure diffusion des images dans le respect du droit d'auteur. Donc effectivement, il y a une pédagogie, il y a un effort pédagogique à faire auprès des auteurs. Alors, on va garder un quart d'heure pour faire un dialogue, pour avoir un dialogue avec la salle. Et après, je donnerai la parole au Rijksmuseum. 50 minutes. Allez-y. Ça marche ? Qui aurait une question ? Vous vous présentez, vous donnez le nom de votre institution. Bonjour, ce n'est pas une institution, je travaille au service iconographique des éditions Hatier. Donc là, on a classé deux types d'images, les images protégées par le droit d'auteur et les images libres de droit. Donc c'est vrai que là, c'est dans une optique de diffusion des données qui est très, très belle, très, très tentante. Mais comment se positionnent les privés, c'est-à-dire les éditeurs, les journalistes, enfin toutes les maisons de publication, face à cette quantité d'images disponibles? Et il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, enfin dans toutes ces discussions, je n'ai jamais entendu parler de redevance d'utilisation. Il n'y a pas que le droit d'auteur ou l'image libre de droit. Il y a aussi des images qui ont des contrats d'utilisation avec notamment tous les fonds patrimoniaux, pour lesquels nous, privés, on doit payer des droits. Donc comment se positionner face à tout ça? Les droits d'utilisation que vous payez, les redevances, je pense que ce sont des redevances que vous payez au titre du droit d'auteur, peut-être sans le savoir. Oui, ça résulte du droit d'auteur. Pour les images tombées dans le domaine public, c'est pas du droit d'auteur. Vous payez les droits du droit d'auteur du photographe, je pense. Non, par exemple pour des estampes ou pour des œuvres patrimoniales, par exemple, qui sont dans des collections, il y en a de nombreuses. Mais vous payez le droit sur l'image, donc si vous avez une redevance d'utilisation, je pense que ça dépend. Soit vous payez la prestation de service, et on n'est pas dans le droit d'auteur. Oui, voilà, c'est une prestation de service. Non, mais ça dépend. Soit c'est de la prestation de service, soit vous payez un droit d'auteur sur la représentation photographique de l'œuvre, l'estampe, même si elle est dans le domaine public. Dans ce cas, c'est du droit d'auteur, avec un taux de TVA d'ailleurs qui est réduit. Donc ça dépend en fait. Non, mais là-dessus, j'ai pas de question. Je sais quelles sont les images qui sont soumises au droit d'auteur et celles qui ne le sont pas. Ma question, c'est plus la disponibilité de toutes ces images l'idée, c'est de les rendre disponibles en grand format, puisque c'est ça l'idée de l'open content, téléchargeable. Donc ça veut dire qu'on va avoir à notre disposition, des images de qualité reproductible qui ne sont pas soumises au droit d'auteur, puisque tout ce qui est image en 2 dimensions, il n'y a pas de... Tout dépend de la licence dans laquelle vous allez vous placer, en fait.
Par exemple, dans la photothèque numérique, vous allez faire un usage commercial en tant qu'éditeur, donc vous ne pourrez pas, mais vous devrez, dans ce cas-là, vous allez retomber sur le site commercial de l'agence photographique et vous devrez verser des droits à l'agence. Parce que c'est intégré des CGU. Ce que je veux dire, c'est tous les gens qui ne connaissent pas toutes ces subtilités-là. Moi, je le sais, tout ça. Et il n'y a pas de souci. Oui, mais ce sera bien spécifié dans nos conditions générales. D'utilisation. Ce sera... voilà. Et pour reparler des sites américains qui se sont lancés dans l'open content, quand ils excluent le commercial, ce qui est quand même à peu près, je pense, la majorité des expériences qui sont actuellement en cours, lorsque le commercial est exclu, c'est clairement indiqué, c'est écrit souvent à côté de la photo, c'est... Moi, je me mets à la place d'éditeur. Il y a énormément, on travaille. Enfin, faut regarder la réalité en face. Les jeunes éditeurs qui débarquent dans la profession, ils connaissent pas toutes ces subtilités de droit. Pour beaucoup, ils devraient. On est d'accord. Nul n'est censé. Oui, non, mais d'accord. Mais n'empêche que ce qu'on peut récupérer, on peut l'utiliser. C'est un peu la logique actuelle. Nous, on est confrontés à ça. Donc nous, on essaye d'expliquer, on essaye de contextualiser tout ça, de réexpliquer les problématiques. Mais on a en face de nous un public donc d'utilisateurs d'images, d'utilisateurs potentiels, qui comprennent très bien la notion d'artiste contemporain, de photographe. Mais alors, dès qu'on est dans le domaine public, pourquoi on ne peut pas l'utiliser gratuitement? C'est ça la question. Alors ça, c'est une vraie question. Dans le site de photothèque grand public, on va essayer justement d'accompagner les usages en ayant une certaine pédagogie, mais on va essayer aussi de le faire de manière assez subtile et facile, c'est-à-dire aussi dans l'interface, dans l'accompagnement des actions qu'on va proposer à l'utilisateur pour lui faire comprendre qu'il est dans certains cadres, qu'il peut le renvoyer vers les conditions générales d'utilisation. Voilà, on va essayer justement puisqu'on est dans ce cadre-là, de faire en sorte que ça soit perçu et que quelqu'un ne puisse pas, sans le savoir, télécharger une image et en faire un usage commercial. Je peux me permettre une question? Bonjour, moi je suis iconographe indépendante, donc je travaille pour les éditions, la presse, etc. Et j'aurais une question à propos de votre projet ou même d'autres comme Google Art Project. Pourquoi la haute définition, dans la mesure où effectivement l'exploitation ne peut pas a priori être imprimée, sauf pour un usage privé, ce qui est un peu antinomique? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ce principe de haute définition? Forcément, moi, ce que je trouve très bien, mais si on veut en faire un usage qui n'est pas commercial, à quoi bon? Sauf à avoir déjà le fichier, etc. Et deuxième chose, pourquoi ne pas filigraner? Mais ça, ce serait contre l'utilisation open, ok. Et la troisième question que je voulais vous poser, c'était quoi? Je ne sais plus, mais j'y reviendrai éventuellement. Voilà. Et quand vous posez la question pourquoi la haute résolution, c'est du côté des musées qui le font ou du côté des visiteurs, hein? Non, des musées, évidemment, ceux qui mettent à disposition, enfin des musées ou des plateformes. Ce que j'ai dit au départ, une des motivations, quand on liste les motivations, c'est que les musées qui l'ont fait, les musées qui ont augmenté la résolution par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, ils considèrent que l'expérience utilisateur sur le site internet peut être meilleur en ayant une meilleure résolution, que ça permet d'avoir des modules de zoom ou d'analyse de détails, ou c'est une notion d'expérience utilisateur. C'est pas automatiquement pour permettre l'impression très haute définition et pour aller revendre les cartes postales dans la rue après. Je crois pas que c'est ça la motivation des musées, c'est que c'est une... on voit bien qu'avec le haut débit généralisé, la qualité des contenus tend à augmenter, la qualité des vidéos diffusées est meilleure, la qualité des photos est meilleure. Et je pense que les musées n'auraient aucun intérêt à être à la remorque et de proposer 10 fois moins, la taille 10 fois moins grande que d'autres genres de supports. J'avais pas pensé au super zoom, pardon. Mais c'est un usage. Hein. Mais je pense que c'est une question d'expérience du côté des musées. Pardon, et je laisse Isabelle, quel est ton point de vue Pourquoi augmenter la résolution? Est-ce que vous allez augmenter par exemple la qualité? Alors nous, on va être sur la qualité qui est en fait une qualité qui est aujourd'hui celle de diffusion des images sur le site commercial de l'agence photo. Donc on n'est pas en haute définition, on est dans une définition web classique et voilà. On n'a pas à ce stade une haute définition. Et vous autoriserez un format un peu plus grand d'affichage des images? Non, on est... Pardon. On va être aujourd'hui sur une définition, alors on compte pas, on compte en pixels du plus grand côté, on est à peu près sur 756 pixels du plus grand côté, 758 à peu près. C'est de la définition web assez classique, c'est pas de la haute définition.
Oui, moi c'est juste pour changer de casquette, parce que je suis également le rédacteur en chef d'une revue d'art, mentionner qu'on a exactement les mêmes problèmes que ce que disent ces dames, c'est-à-dire que sur le domaine public, si les choses ne sont pas claires, c'est parce que les choses ne sont vraiment pas claires. C'est-à-dire qu'il y a des agences photographiques qui nous font payer des choses, on ne sait pas quoi. Et que d'où tous les débats qui actuellement, y compris à l'Assemblée, etc., sur la définition positive du domaine public pour que les choses soient bien claires, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, et bien sûr nous en sommes, qui pensent que le domaine public appartient à tous et que si on nous fait payer quelque chose, si c'est un service particulier, pourquoi pas, mais qu'on nous dise ce qu'on paye, et bien pour l'instant, c'est pas clair du tout. Et sur les questions de définition, alors autre casquette, je travaille sur les estampes anciennes. Quand on parle d'une image particulière comme une estampe, sur une estampe il y a du texte. Si on ne lit pas le texte, on ne comprend pas l'image. Et sur de la base def, autant ne pas numériser, ça ne sert à rien. Et par ailleurs, c'est un petit peu antinomique avec les usages actuels, où précisément le but de l'open content est de faire en sorte que tout ne soit pas centralisé sur le producteur, mais de décentraliser et de permettre des créations nouvelles, des nouveaux usages. Et si finalement on n'a pas la possibilité de zoomer, d'utiliser une partie, de comparer des détails, etc., finalement l'usage reste celui qui a été décidé par le producteur, le conservateur, le numérisateur, etc. Et on perd un petit peu cette richesse qui est censée découler de cette mise à disposition de photos d'une qualité correcte, quoi. Le R de remix, et pas de remis, mais de remix. Est-ce que justement, sur le projet de site photographique, il sera possible de mixer ou comment, je sais pas comment dire, oui, remixer, retravailler. Voilà. Alors ça fait partie des conditions un peu fines dans les conditions générales d'utilisation. Comme je vous disais, c'est un projet qui est en cours d'élaboration, donc on est encore en train de travailler sur ce genre de détails un peu plus fins. Oui, et je voudrais savoir les débats qui ont lieu en ce moment à la Commission européenne. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que vous les soutenez? Quelle est votre posture par rapport à cette révision générale de la notion de droit d'auteur? Juste une petite remarque en parenthèse, les photographes ont rarement accès ou très difficilement accès aux photographies dans les musées. Pour revenir sur la question, qu'est-ce qu'on facture quand une agence photo, la RMN ou une autre, prétend facturer des droits d'auteur? En fait, elle facture évidemment une prestation de service. Une photographie qui est tombée dans le domaine public, quand une agence Roger Violet ou LRMN la vend, en réalité, elle n'est pas habilitée à la vendre, puisqu'elle ne lui appartient pas, elle vend bien une prestation de service. Mais ça, c'est juste une remarque, parce qu'il faut remettre parfois les choses à leur place, mais si le débat est ouvert, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi j'ai dirigé une agence photo, je peux vous dire qu'avoir l'accès à une œuvre, c'est la croix et la bannière, voire même les musées nous facturent le droit d'accéder aux images. Mais je ne voudrais pas débattre, ça ne me paraît pas intéressant de débattre de ça, c'est polémique. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport au débat sur l'évolution du droit d'auteur vu par la Commission européenne et notamment la commissaire qui s'en occupe en ce moment. Est-ce que je peux vous demander quelle entreprise ou institution vous représentez? Serge Chalon, je suis journaliste. Est-ce que c'est de donner la parole peut-être à plusieurs personnes sur le droit d'auteur européen, les évolutions futures? Les évolutions futures, c'est des discussions dont on discute aujourd'hui. La position, nous, on est RMN Grand Palais, on n'est pas, on représente pas non plus les photographes. Il y a d'autres discussions aussi au niveau européen qui sont plus larges au droit d'auteur sur justement les données publiques. Il y a énormément de choses en cours de discussion aujourd'hui. Donc, moi, en RMN Grand Palais, on n'a pas une position claire aujourd'hui là-dessus. Voilà. On est attentif au débat, on est à l'écoute des débats, de propositions de loi, éventuellement de modification de jurisprudence, mais comme l'a dit Maître Alayal aujourd'hui, les juges rendent des décisions au cas par cas sur la protection par le droit d'auteur des œuvres photographiques. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui il n'y a pas de droit d'auteur sur une photo en 2D. Ce n'est pas le droit en l'état. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, donc moi je représente un cabinet d'avocats, donc en fait on n'a pas une position, on ne fait pas du lobbying d'ailleurs. Je voulais juste, avant de continuer, revenir sur ce que vous avez dit, parce que c'est un élément de confusion, donc je veux juste le préciser, que dans le cadre d'une création, que ce soit une photographie ou autre, il y a deux types d'éléments de rémunération. Vous avez la prestation, qui sera facturée, et les droits
Donc c'est 2 postes qui sont distincts, qui apparaissent normalement sur la facture. Parce que si vous n'avez pas... Mais je sais bien, c'est un grand problème, ce qui explique pourquoi on a souvent après des discussions sur la cession des droits. Parce que comme je vous l'expliquais, si la cession des droits n'est pas indiquée par écrit, si les différents droits cédés ne sont pas mentionnés, il n'y a pas en principe de cession de droits. Et en fait, ce qui arrive en fait dans les devis, dans les factures, c'est une confusion. C'est-à-dire vous avez un montant et finalement, vous ne savez pas si ce montant vient rémunérer la prestation qui a été effectuée ou si elle inclut la cession des droits. Mais normalement, vous devriez avoir les 2 postes. Sur la facture, il est écrit droit de publication. Droit de publication, ça ne veut rien dire, mais ça permet de couvrir l'hypothèse d'un droit d'auteur et de faire une TVA 5.5 et de cacher le côté prestation de service. Ouais. On est d'accord ? Oui, enfin en tout cas pour répondre à la question sur aujourd'hui les réflexions qui sont en cours. Alors il y a 2 types de réflexions. Il y a celle au niveau de la Commission européenne, donc le volet on va dire exécutif, et puis celle au niveau du Parlement avec le peut-être fameux, célèbre, je ne sais pas, rapport d'une jeune députée allemande du Parti pirate. Sur le droit d'auteur. Alors le Parti pirate, vous le connaissez tous, mais c'est vrai que c'est un parti politique qui, dans son programme, je ne crois pas trahir leur idée en disant ça, mais a comme justement but principal de remettre complètement en cause, en le diminuant, c'est pas juste de le repenser, mais c'est vraiment de diminuer le droit d'auteur. Donc c'est vrai que Julia Reda a fait un rapport sur le droit d'auteur et bon, personne n'a été très surpris par le fait que ce rapport-là soit je ne sais plus, il y a 22 points, enfin je ne sais plus combien il y en a dedans, mais c'est 22 points qui ne font qu'en rabaisser sur le droit d'auteur. Alors il y a un point qui dit, la main sur le cœur, nous on est pour le droit des auteurs et la rémunération des auteurs, donc ça c'est dit. Et puis après tout le reste, ce n'est que une succession de choses qui ne fait que diminuer le droit d'auteur. Et en France ou dans les pays, on va dire, de droit d'auteur continental, il y a 2 grands types de droits d'auteur. Il y a les pays, on va dire, de common law, de la sphère du copyright, et puis il y a les pays de la sphère du droit d'auteur, dont alors la sphère du copyright, c'est Grande-Bretagne, Pays-Bas, États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est en dehors de l'Europe. Et puis, enfin, il y a même un 3e bloc. Et puis, il y a les pays de droit d'auteur, continental. Donc ça, c'est plutôt la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Puis c'est vrai qu'il y a quand même un 3e bloc qu'il ne faut pas négliger, qui est le bloc des pays scandinaves et nordiques. Donc tout ce qui est Danemark et au-dessus, qui est où là, le droit d'auteur, on est vraiment dans des rémunérations collectives, des licences légales où en fait tout relève, par exemple pour certains qui le connaissent, un peu de ce qu'on fait en matière de copie privée, c'est-à-dire que les œuvres circulent et qu'il y a des grandes rémunérations qui sont gérées via les sociétés de gestion collective. Voilà, donc on en est là. Je pense que le rapport Reda a reçu une volée de bois vert de la part de... Oui, mais pas qu'en France, il y a quand même en disant... est-ce qu'il fallait que ce soit elle, qui est quand même un peu de parti pris, qui puisse faire ce rapport? C'était aussi ça la question. Bon, concernant la Commission européenne, il y a eu, dès sa nomination, donc on a changé de commissaire et on a un nouveau président, Jean-Claude Juncker, qui, dès sa prise de fonction, a mis le droit d'auteur dans les 3 grandes priorités en Europe à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est pas que le chômage, le terrorisme, l'environnement, mais le droit d'auteur fait partie des questions ultra prioritaires. Alors au début, on avait 6 mois pour tout changer dans le droit d'auteur, et puis maintenant, bien évidemment, il a un petit peu plus modulé les choses, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi sur des exemples qui, forcément, si on les monte en épingle, peuvent paraître absurdes, mais ça c'est comme toute chose, et puis qui en plus des fois ne relèvent pas du droit d'auteur. Par exemple, on s'était rendu compte, alors c'est toujours la petite histoire qu'on raconte toujours, mais c'est vrai que les raccourcis, on en connaît tellement, sont très déformants. C'était sur les commissaires européens de Lituanie ou d'Estonie, ou je ne sais trop de quel pays balte,
qui ne pouvaient pas voir les matchs de foot à Bruxelles, là où ils travaillaient. Bon, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur, hein, puisque sur un match de foot, il n'y a pas de droit d'auteur, et qu'on est sur des choses qui sont plus de est-ce que la télévision lituanienne trouve pertinent d'aller diffuser en Belgique, pour les 3 Lituaniens qui y sont, des matchs. Bon, voilà, vu les coûts et autres. Alors, je pense que tout ça, tous ces mythes se sont un peu dégonflés de part et d'autre. Et vous savez peut-être que déjà l'année dernière, il y avait eu une grande consultation publique en décembre-janvier 2013-2014 sur le droit d'auteur. Et qu'au final, la commission sortante, qui voulait tout bouleverser avant de partir, a fait un livre blanc, un projet qui n'a jamais existé mais qui a pourtant beaucoup circulé, où au final il était dit, bon, au final il y a quand même des équilibres qui pour l'essentiel permettent quand même aux choses de fonctionner. Et les choses se sont arrêtées là. Donc là on va voir, hein, personne ne peut... mais on voit quand même qu'au-delà des grandes déclarations, des fois très très intempestives, à force de pédagogie, comme le Fleur Alain Guillaume le disait tout à l'heure, la pédagogie des usages technologiques envers les artistes et les titulaires de droit, elle doit être faite. Mais à l'inverse, très souvent, la pédagogie du droit d'auteur doit aussi être faite. D'une façon générale, les auteurs sont pour le fait que leurs œuvres circulent. Et il n'y a jamais d'ailleurs eu autant d'œuvres accessibles d'où qu'on soit. Et quand je dis œuvres, c'est tout, hein, c'est de la musique, de l'audiovisuel, des écrits, des images, que maintenant. Bon. Est-ce que parce que des outils permettent des diffusions explosives, il faut faire péter tout le système? Je pense que justement, on se rend compte que non, et qu'il faut y aller avec des études d'impact et se rendre compte que tout ça est assez fragile. Tout en étant fragile, les économies culturelles et créatives, vous le savez, il y a des études qui sont parues, ça permet, enfin c'est le 3e secteur d'emploi et de croissance en Europe, hein, derrière l'hôtellerie, restauration et je ne sais plus quel autre grand secteur. Donc les industries culturelles et créatives, dont les musées notamment font partie, totalement, pleinement. Ça fait vivre, ne serait-ce qu'en France, jusqu'à 300 000 personnes. Et d'ailleurs, le secteur des arts graphiques et plastiques, puisque là on en parle beaucoup, c'est le premier secteur culturel et créatif. Plus que la musique, plus que le cinéma, plus que le livre. C'est incroyable. Alors on est des toutes petites entités, avec nos artistes plasticiens qui n'ont pas de grands producteurs, avec nos centres d'art qui ne sont pas des grosses machineries, mais ça représente un tissu social extrêmement important, mais très fragile, et dont un d'ailleurs des fondements, c'est quand même le droit d'auteur. Il y a d'autres choses, mais il y a aussi le droit d'auteur. Donc ça, tout doucement, encore une fois, au-delà des déclarations d'intention, les politiques européens, Parlement et exécutifs, s'en rendent compte aussi, que les choses ne sont pas forcément si simples que ce que certains voudraient faire croire. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que dans les motivations des musées qui se sont lancés dans l'open content, il y avait même en creux la dilapidation du droit d'auteur. Donc c'est, je pense que c'est Steve, mais je pense que du coup c'est pas là le sujet. C'est comment justement on rend compatible le droit d'auteur, quitte à le faire un peu évoluer, avec des nouveaux usages, des nouveaux médias, des nouveaux réseaux. Voilà, c'est trouver, c'est pas de faire, c'est pas de mettre l'un contre l'autre, je pense, c'est de trouver un terrain pour. C'est tout l'enjeu de ça. Mais c'est là la difficulté aussi de l'exercice, sans doute. C'est compatible. Enfin, je pense qu'on. Rémi, très court, parce que je voudrais qu'on prenne une dernière question, parce que tout le monde va être frustré. Juste pour repréciser par rapport au discours qu'on entend un peu trop, c'est que la question surtout, c'est d'essayer de faire en sorte que les différents droits d'auteur en Europe se rapprochent pour qu'on puisse justement travailler ensemble au niveau international, parce qu'il est plus pertinent de travailler en France et dire on est les derniers remparts contre la barbarie, ici les barbares c'est les Pays-Bas et la Suède, ça me va très bien, et que donc le principe de ce truc, c'est essentiellement faire en sorte que les exceptions aux droits d'auteur se rapprochent. Et quand il faut savoir que les exceptions aux droits d'auteur, c'est en gros permettre que quand un aveugle va en bibliothèque, on n'ait pas à payer une seconde fois le livre pour que l'acteur puisse lire son livre, ce qui me semble quand même pas absolument scandaleux du point de vue des droits d'auteur. Non, mais vous avez bien compris, et c'était tout le propos, de montrer qu'à justement, là je répondais à monsieur sur les choses qui ont été faites, et je ne dis pas du tout que les musées veulent faire exploser le droit d'auteur, pas du tout. Je pense que
Sur ce que vous dites, Rémi, je suis d'accord, l'harmonisation du droit d'auteur. Mais l'harmonisation, lorsqu'elle utilise, comme le terme modernisation, c'est très souvent dans un sens de rabaisser les droits d'auteur. Par exemple, il y a une chose que la directive européenne de 2001 sur le droit d'auteur n'avait pas harmonisé, c'est des rémunérations proportionnelles. Il y a des choses où on pourrait aussi, l'aspect rémunération des auteurs n'a absolument pas été pris en compte dans la directive droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. L'aspect droit moral non plus. Donc, et ça, c'est des choses qui ont été négociées il y a donc peu de temps, hein, puisque ça a été dicté en 2001. Et en fait, la façon dont la directive européenne est faite, parce que je pense que peut-être il faut le préciser, c'est que dans la directive, il y a quelques principes généraux que tous les pays, les 28 pays d'Europe doivent adopter. Puis ensuite, il y a notamment concernant les exceptions, il y a une liste d'exceptions. Alors c'est ultra varié. On en a cité 4 tout à l'heure dans l'exposé sur le droit d'auteur, mais il y en a plusieurs dizaines. Hein, c'est vraiment très très important. Qui sont des exceptions, à l'exception d'une qui est assez marginale, mais qui sont des exceptions facultatives pour les États membres. À charge pour les États membres de considérer qu'au regard de la spécificité de tel pays, là, la musique de fanfare en Italie, il y a une exception au droit d'auteur pour ce qui est joué par les fanfares nationales. En France, il n'y a pas. Mais en France, il y a des exceptions qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Bon, voilà. Non, il n'y a pas de... Donc, c'est la chose. Est-ce qu'il faut tout harmoniser? Encore une fois... Encore faut-il démontrer qu'il y en a le besoin. Et très souvent, on a l'impression que les discussions, elles sont extrêmement théoriques, mais que en application concrète, rien n'est vraiment clairement démontré. Moi, aujourd'hui, à la DAGP, on délivre tous les jours des dizaines, mais je pense même des centaines d'autorisations pour des diffusions qui peuvent être françaises, européennes ou mondiales. Je n'ai pas de remontée des utilisateurs ou des services de la DAGP, des gens qui, au quotidien, gèrent les droits pour me dire, mon Dieu, le fait que ce ne soient pas les mêmes exceptions aux droits dans les différents pays de l'Union, c'est insupportable. Et d'ailleurs, on parle de l'Union européenne, mais il y a quand même pas très loin d'autres pays, le Maroc, même avec l'Internet, tout est mondial. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait, c'est rien 28 pays dans le monde, il y en a 200. Donc ça veut dire que la problématique, si les exceptions ne sont pas les mêmes dans les 28 pays et que ce serait insupportable, il faudrait même le faire dans les 200 pays. Ça, personne n'en parle. Non, parce que pour de vrai, au quotidien, ça ne pose pas de difficulté. J'ai entendu des remontées de musées qui ne se plaignaient non pas que le droit d'auteur les empêchait d'avoir certaines pratiques numériques, mais que les montants induits par l'exercice des droits d'auteur les empêchaient de faire certaines choses sur le web. C'est-à-dire que la manière dont on tarife le droit d'auteur, c'est pas tout à fait, je m'exprime pas bien, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une tension entre les usages numériques et le droit d'auteur, ou si vous voulez, pour être plus précis, la manière dont on rémunère les auteurs en fonction du droit d'auteur. Ça, c'est incontestable. Il y a beaucoup de musées qui me disent on ne peut pas faire ce type d'usage parce que les rémunérations demandées, notre budget ne nous permet pas de le payer. Je ferme, mais je ne veux pas relancer le débat. Je voudrais vraiment qu'on prenne une question ou deux, et on va essayer de faire des réponses super rapides. Donc, Javier Pérez Sanchez, je suis l'un des cofondateurs de Who Are You. En effet, je rejoins Marianne sur un peu la décision que nous on a prise dès le début de prendre la charrue ou le taureau par les cornes et de dire on va se couvrir au niveau des droits d'auteur. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on est allé voir donc la décision, puisque nous, notre appli Who Are You est une appli gratuite sur l'App Store, sur Android, qui permet de géolocaliser les œuvres dans les murs et hors les murs, donc street art dans les parcs. Et nous, notre décision était de dire, bon, on va aller voir la RMN, on va aller voir en fait des acteurs des grands musées, et on a commencé l'année dernière par les grands musées parisiens, puisqu'on est parisien, pour essayer justement de traiter ce problème des droits d'image et de pouvoir avoir justement les informations relatives à l'accompagnement pour permettre à des musées de leur proposer un outil d'accompagnement.
Et là, on a été confronté, en effet, au problème d'argent. Donc, une start-up ne peut pas se permettre de payer les prix pour se payer les images. On est descendu d'un cran, on est allé dans les musées de taille moyenne et de petite taille. Et là, le problème, il est autre. C'est-à-dire qu'eux, ils ne savent pas à qui s'adresser concernant les droits d'auteur ou concernant, en fait, les droits d'image. L'application même propose de prendre des photos donc géolocalisées dans le musée, et tous nous disent maintenant, écoutez, on est désolé, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas, on a eu des refus de l'application d'accompagnement via des QR codes, uniquement parce que justement beaucoup de musées de taille moyenne sont soumis à des décisions des élus qui ne comprennent pas comment ça marche. Donc ma première question, c'est comment et à qui s'adresser, en fait, ou ces musées de taille moyenne ou de petite taille, comment ils doivent s'adresser ou par qui, à qui doivent-ils s'adresser pour régler les problèmes de droits d'auteur et droits d'image. Donc ça c'est un constat, c'est normalement en fait à la DAGP, bien évidemment. Donc droit d'auteur c'est très simple. Droit d'image, en effet, il y a des problèmes avec la photographie. Donc, pardon ? Oui. Non, l'image, non, droit d'image. Entendez-vous par droit d'image ? Je suis désolé, je ne comprends pas la notion. La prise de photo, en fait, il y a des musées qui ne sont pas très clairs sur autoriser la prise de photo dans le musée ou pas, parce qu'il y a des élus qui disent justement... Mais ça, c'est pas du droit d'auteur. Hein. Non. Ça, c'est une décision d'accepter ou non que les visiteurs prennent des photographies. Non, mais bien sûr, mais comme il n'y a pas une règle clairement définie et instaurée, donc... il y a une charte, déjà, du ministère. Donc après, tout le monde ne respecte pas, je pense que c'est que tout le monde n'applique pas. Oui, mais c'est la décision du gestionnaire du lieu d'autoriser ou pas la photographie. Et là encore, il y a une tension entre les usages et la décision du lieu. On voit bien que les lieux qui ne le font pas se marginalisent, même en termes d'image, et sont peu à peu obligés de venir à une situation un peu d'ouverture par rapport à l'autorisation de photographie dans les musées. Oui, c'est juste que le point, c'est une nébuleuse, et par rapport en fait, par rapport aussi à l'aspect Internet, ils ont très très peur du partage. Donc on était sur notamment les partages, et c'est un des points en fait qu'on a nous géré en fait avec la DAGP, c'est clairement définir comment se fait ce partage sous forme de vignettes. Puisque justement, nous, notre orientation depuis le début a été de dire on trouve beaucoup de choses en fait sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas du tout structurées. On voit beaucoup de photos d'œuvres d'art, on ne rend pas à César ce qui est à César, et qui est la dynamique en fait, je pense, de la RMN. Donc avec les moyens qu'a la RMN pour pouvoir justement avoir toutes ces images-là. Et je pense que il faudrait peut-être avoir une approche par rapport aux petits musées qui n'ont pas les moyens de se payer ça, de pouvoir en fait clarifier comment le partage doit-il se faire et de les informer à ce sujet. Voilà. Petite réponse rapide d'Isabelle ou... Pour moi, le sujet du partage n'est pas très clair, mais en effet, le projet de Photothèque, comme je disais, c'est un projet qui naît aujourd'hui. Après, je pense que Roy pourra peut-être en parler tout à l'heure davantage, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le faire grandir ? Et vous travaillez déjà de toute façon avec des petits musées ou des moyens musées. Le périmètre va au-delà des quelques musées nationaux. Oui, c'est plus large que ça. Et on va prendre une dernière question. Et on gardera des questions pour la table ronde, ce ne seront que des questions. C'est plus une ébauche de réponse à 2-3 questions qui ont été soulevées là en tant que représentant d'un musée petit ou moyen. Je suis Christophe Courtin du musée d'histoire de Nantes. Moi, ça fait 3 ans que je me bagarre pour mettre nos images en Creative Commons pour les verser sur Wikipédia. Je n'y arrive pas simplement parce que mes élus disent ça nous rapporte de l'argent de les vendre, même nos œuvres qui sont dans le domaine public. Ça paye à peu près un quart du salaire de notre iconographe, ce qui n'est pas neutre. Et donc l'objection, elle est là. Et elle est seulement là. Alors elle est aussi dans des conceptions, une méconnaissance des usages nouveaux qui arrivent, etc. Mais il y a vraiment cette raison-là. Et c'était pour répondre à la personne de chez Hatier. Effectivement, il y a effectivement beaucoup d'éditeurs qui nous demandent et on leur vend nos images. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être présent sur Wikipédia, sur Wikimedia en tout cas, parce que si c'est du CC, BY, SA, non. Non, on ne veut pas que nos images qui sont dans nos fonds, qui sont dans nos collections, puissent être
récupérables par des éditeurs, même dans de très belles éditions, mais sur lesquelles on n'est plus aucun contrôle, notamment scientifique, sur le sens des images que l'on diffuse. Voilà, et puis Et il s'oppose même à du Creative Commons hors commercial, non commercial. Le hors commercial ne nous permet pas d'être sur Wikimedia, et du coup, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui nous intéressait, c'est de rejoindre Wikimedia et pas de mettre nos images comme ça. Et par ailleurs, une petite remarque à la RMN sur la dimension des images qu'ils diffusent. 750 pixels de large, c'est la résolution d'un écran des années 80. Aujourd'hui, l'écran de mon ordinateur fait 2500 pixels de large, c'est un écran Retina, donc ça veut dire que les images que vous avez diffusées sont vraiment très peu, même pas exploitables, mais regardables. On en reparlera avec Roy après, on en reparlera dans la table ronde avec Roy. Du coup, si je peux... Une minute, Romy. Une minute, je suis court. Juste sur la possibilité de mettre sur Wikipédia, sur le fond, s'ils veulent garder un contrôle, etc. Là, c'est vraiment de la discussion. Il y a des arguments, mais bon, c'est long. En revanche, du point de vue financier, là, je vous conseillerais à ce moment-là d'entrer en contact avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, parce qu'une de leurs grandes raisons pour lesquelles ils ont mis sous licence libre, même dans le domaine public et sous licence ouverte, est à l'ABER, donc entièrement réutilisable, justement que ça coûte moins cher de ne pas vendre que de vendre. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur compte et payé une secrétaire qui gérait les demandes, qui ne faisait pas payer dans 30% des cas, etc. Ça coûtait plus cher que ce que ça rapportait. C'est le cas peut-être pour un petit musée, pour un très petit musée. Ok. Juste pour répondre, si on supprime cette dépense-là, on n'a plus d'iconographe, parce qu'elle passe un quart de son temps à vendre, mais le reste du temps, elle fait du boulot d'icono chez nous pour le musée. Et si le poste saute... Bon, vous gardez quelques petites questions pour la partie débat de tout à l'heure. J'avais expliqué pendant le déjeuner avec Martine que les Français aimaient beaucoup passer du temps sur des problématiques de droit. Donc ça explique pourquoi je te donne la parole une demi-heure